J'accueille maintenant Caroline Desbiens pour faire le tour des dossiers de sa circonscription. Madame Desbiens, bonjour. Bonjour. Madame Desbiens, on va parler de plusieurs choses. Ça brasse à Ottawa. Ben oui. On va parler de plusieurs choses. Mais pour commencer, là, parlons un peu de nos dossiers locaux. Il y a plus d'1 an, vous êtes venu ici avec le ministre fédéral qui est venu nous promettre que suite aux inondations, Ottawa ferait sa part puis verserait des indemnités. Oui. On est rendu où dans ce dossier-là de la contribution d'Ottawa aux inondations à Baie-Saint-Paul? Bien, depuis ce temps, M. Duclos est devenu le lieutenant du Québec. Donc... Oui, suite au départ de M. Rodriguez. Oui, encore plus accessible, donc. Et on a même fait une rencontre avec lui à son bureau la semaine dernière. Oui. Et il nous a bien sûr confirmé que les argents étaient rendus à Québec. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Il faut que le fédéral... Est-ce qu'il vous a dit combien? Non. Mais les argents qui sont censés, qui étaient voués à cette réfection-là, entre autres pour Baie-Saint-Paul, oui, étaient rendus à Québec et que c'est à Québec maintenant de répartir les sommes en fonction des demandes des secteurs. Donc, la suite du dossier du côté fédéral se passe à Québec présentement? Oui, c'est sûr que... Est-ce que vous savez si ça s'est rendu? Bien, j'imagine. Je ne suis pas dans les grâces nécessairement intimes du gouvernement du Québec en ce moment, mais j'imagine que oui. J'ose espérer. À suivre. À suivre. À suivre. Mais c'est de toute façon trop long. Et il y aura pour nous, évidemment, le mandat de sensibiliser encore davantage le gouvernement sur un programme davantage adapté aux municipalités de petit nombre, oui, et qui sont particulièrement affectées par l'érosion des berges et autres inondations. Et ce à quoi on peut s'attendre, c'est que ça va encore se reproduire dans le futur. On le voit, oui, un peu partout autour de nous. Oui, donc, ils ont déposé un programme, ouais, vert, mais qui n'est pas nécessairement adapté aux propriétaires terriens de victimes d'érosion, donc les propriétaires privés. Donc, parce que l'érosion, c'est un problème. Vous êtes au comité des pêches, vous êtes, oui, la vice-présidente du comité des pêches. L'érosion, est-ce que c'est une question qui revient souvent? C'est une question constante. On parle de quoi au Québec quand on parle d'érosion? En ce moment, on parle de bateaux fantômes qui sont au fond de l'eau, qui polluent, qui ont la plupart du temps, un réservoir de mazout ou de quelque chose d'autre qui risque de polluer l'environnement marin. Et on les voit réapparaître avec l'érosion des berges? Ah, oui, bien oui, parce que l'érosion des berges fait ce travail-là aussi de tout ce qui est déposé au sol, au fond du fleuve. Et brassé. Et brassé. Et c'est la même chose du côté de la côte ouest. On est en train de faire une étude là-dessus. Et ce qui ressort de ça, c'est encore une fois que l'érosion des berges est un des facteurs majeurs de risques, qui augmente les risques, évidemment, avec le changement climatique. Mais est-ce qu'il y a des solutions là-dessus? Bien, solutions, écoutez... d'arrêter les changements climatiques. En 2016, concrètement, on peut juste un exemple, vous pouvez aller l'écouter au comité si vous voulez aller revisionner, mais en 2016, ils ont déposé 2,2 milliards pour sortir de l'eau, oui, ces bateaux fantômes, à la grandeur des cours d'eau du Canada. Depuis ce temps, il y a plus de 1000 bateaux qui ont été sortis. 1000 bateaux qui sont au fond de l'eau. Ils en ont sorti au Québec 100. Sur 8 ou 900. Mais il y a eu beaucoup d'argent de versé. Il y a eu beaucoup d'argent de versé. Alors, j'ai fait une blague. J'ai dit, écoutez, on va prendre des cours de plongée, puis on va aller voir s'il n'est pas dans un coffre à quelque part, un coffre au trésor dans le fond de l'eau, le 2 milliards, parce qu'on le cherche encore, tu sais. Les bateaux sont demeurés là. Oui, et il y a une préoccupation majeure à cet égard. Et ça fait partie de ce genre de facteur qui fait que l'érosion est importante et qu'il va falloir se pencher là-dessus de façon sérieuse. Ce sont des dossiers courants là, que vous avez, oui, vous avez à oui, Ottawa. Mais là, on se voit ce matin, 3 jours après l'ultimatum du Bloc. Oui. L'ultimatum qui portait sur 2 choses. D'abord, d'accepter C'était un projet de loi sur la gestion de l'offre? Un projet de loi précieux, adapté et complètement en axe avec le milieu agricole. Expliquons-nous quand même 1 minute sur la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, d'abord, il y a l'établissement d'un prix plancher pour permettre à nos producteurs d'avoir une garantie de revenus. Et une prévisibilité. Ensuite, il y a des quotas. Oui. Donc, on va établir des quotas qui seront solides. Donc, on va aussi garantir des quotas. Nos producteurs pourront produire telle quantité, ça sera garanti. Et on aura la garantie que ce sera sur le marché et qu'ils auront un retour financier de cet exercice. Puis le 3e élément de la gestion de l'offre, il semblerait que ce soit les quotas qui sont donnés aux importations. Bien, c'est quand on Comment on balance tout ça? Quand on fait des traités internationaux, oui, le Canada s'assoit, par exemple, avec les États-Unis et le Mexique, oui, et échange
Je te donne ça, tu me donnes ça. Vous savez, une négociation, comment est-ce que c'est? Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la gestion de l'offre, particulièrement les producteurs laitiers, qui sont importants au Québec, ont payé la facture des traités internationaux. Donc, on a cédé une part de marché importante des producteurs laitiers et dont on sait que la majorité sont au Québec. Donc, c'est encore une fois, on peut le dire, le Québec paye la facture des traités internationaux du Canada. Parce qu'on permet à des produits laitiers de l'extérieur de venir sur notre marché et concurrencer nos producteurs. Concurrencer et de moindre qualité, parce qu'on sait qu'il y a aussi cet enjeu-là, nous, au Québec et au Canada. On veut protéger la qualité de nos produits. Mais est-ce que la diversité des produits ne garantit pas également un certain équilibre dans le prix? C'est ça le problème. C'est que les États-Unis permettent des qualités moindres et viennent compétitionner avec nos produits de qualité. Voilà. Et on leur offre 18 % du marché pour ça. Donc, mais ce projet n'a pas encore été retenu par le gouvernement suite à votre ultimatum. Ça a été voté en Chambre des communes, c'est prêt à être mis en place et il n'y a que 2 sénateurs libéraux nommés, non élus, qui bloquent le projet. Donc, vous avez dit, là, on en a assez, on renverse le gouvernement, parce qu'en plus, il n'a pas non plus procédé dans notre dossier d'indexation des pensions de vieillesse que l'on veut pour les personnes de 65 à 75. Pour 1 million de Québécois et 4 millions de Canadiens. Ce qu'on dit, puis je vais jouer à l'avocat du diable. Ce que l'on dit, c'est qu'à 75 ans, on a des besoins qui sont plus forts. On commence à utiliser nos rires, nos soins de santé sont plus coûteux. C'est pour ça que les plus aînés gagnent plus cher, reçoivent plus. Il y a un procédé fiscal qui est mis en place pour les plus riches. Quand on parle on commence à utiliser nos REER, il faut quand même les avoir, les REER. Il y a une grande part de notre population qui n'a pas pu se mettre d'argent de côté, qui n'ont rien d'autre que la sécurité de vieillesse et le supplément de revenu garanti. Alors, c'est dans cette optique-là qu'on veut comme redonner un filet social minimal, parce que depuis 15 ans, les aînés ont payé la facture d'une nonchalance ou d'un mépris du gouvernement. Il n'y a pas eu d'indexation. Il n'y a pas eu d'indexation, ou à peine, à coût de 7 piastres par mois. Mais là, le gouvernement a dit non, on ne respecte pas. Est-ce que c'est refusé ou est-ce qu'ils ont défoncé votre ultimatum? Ce n'est pas refusé. Ce n'est pas refusé encore. Je pense qu'ils ne peuvent pas être insensibles au fait qu'il y a 4 millions de Canadiens qui le veulent, l'indexation. Tout le monde a pris connaissance du fait que les aînés ont perdu un pouvoir d'achat important et qu'ils n'ont pas récupéré, ils ne sont pas capables de récupérer leur base pour vivre. Donc, se loger, se nourrir et se soigner aux besoins. Donc, au-delà du bien fondé de la démarche, le gouvernement fédéral a décidé de ne pas donner au Bloc ce qu'il voulait. On avait une date... Est-ce que le dossier est mort? Est-ce qu'on retourne à zéro ou votre projet de loi est encore là? Pas du tout. Nous autres, on est comme on était avant de donner un ultimatum au gouvernement, simplement qu'on voulait activer les choses, prendre pour acquis que le gouvernement avait peut-être là une chance, bien sûr, de nous donner raison, mais de servir aussi les Canadiens hors Québec. Alors, on a donné une date ultime pour protéger le gouvernement. Donc, on disait jusqu'au 29 octobre, on ne votera pas une motion de défaillance. Mais ce faisant, est-ce que vous venez pas un peu... Les analystes disent où vous êtes placé ces lignes de côté, puis là, vous regardez le NPD qui va décider quand est-ce que le gouvernement... On dirait que vous êtes un peu, par un ultimatum, sorti du jeu parlementaire. On n'est pas sorti du jeu. On est toujours sur la patinoire, mais on utilise des leviers qui sont à notre disposition pour faire accélérer les choses. Mais là, ce que vous dites, c'est que vous êtes prêt à aller en élection. Ah, tout à fait. Vous êtes prêt à aller en élection. Tout à fait. Moi, j'ai des photos de prix. Et vous avez une nouvelle circonscription. Oui. Parlez-moi un peu de votre redécoupage. On entend parler de ça. Bien, redécoupage... Qu'est-ce qu'on vous ajoute? Qu'est-ce qu'on vous enlève? Écoutez, dans la... Est-ce qu'on vous a laissé l'île aux coudes? C'est une farce. J'espère. Dans la grande lucidité fédérale, on m'a retiré un secteur de Beauport qui s'appelle Montmorency. Oui. On m'a ajouté Sainte-Brigitte-de-Laval et Lac-Beauport. Et on a renommé la circonscription Montmorency-Charlevoix. Trouvez l'erreur. Qu'est-ce que ça change au niveau de votre base de sympathisants? Bien, ça change un peu la donne, mais je pense que depuis 5 ans, je me suis fait des amis. Je le vois sur le terrain beaucoup. Et puis en campagne électorale, on va aller voir ces gens-là, on va leur expliquer c'est quoi notre point de vue, puis le rôle qu'on a à Ottawa. Et vous allez devoir répondre à la fameuse question. À quoi ça sert, le Bloc québécois? Ça sert à plein d'affaires. Comme c'est là, le Bloc québécois, c'est les adultes dans la pièce depuis au moins 1 an et demi. On est les seuls qui faisons un travail sensé, qui ne file... Là, du côté des conservateurs, on voit le
boycott de l'exercice parlementaire. Du côté des libéraux, on s'acoquine, on crée une fausse majorité avec le NPD alors que la population n'avait pas choisi ça démocratiquement. Alors nous, on arrive dans le milieu puis on essaie de faire entendre raison à tout ce monde-là. Vous essayez de faire fonctionner le Canada? Bien... On essaie de faire avancer le Québec. Notre principe de base, c'est toujours la même chose. Quand c'est bon pour quels que soient les projets de loi qui sont en place, quand c'est bon pour le Québec, on vote pour. Quand il y a moyen d'améliorer le projet de loi pour qu'il soit meilleur pour le Québec, on va le faire. Et si, au bout du compte, il n'y a rien de bon pour le Québec là-dedans, on va voter contre. Et c'est ce que vous allez défendre en campagne électorale? Et bien sûr, et j'espère qu'on sera encore plus nombreux rendus là en cette la prochaine législation, parce qu'on va avoir un exercice à faire en face de M. Poilievre, probablement. En tout cas, c'est ce que les indicateurs en ce moment nous dévoilent. Oui. Alors, ce sera très amusant de calmer le pompon de ce personnage un peu étrange qui ne veut qu'une chose, c'est être premier ministre du Canada. Là-dessus, Mme Desbiens, il nous fera plaisir de vous accueillir en campagne électorale. Avec plaisir. Et je vous remercie de votre passage. Peut-être qu'on aura une autre visite avant la campagne électorale, sait-on jamais? Peut-être. Et sans doute qu'on aura aussi un débat pendant la prochaine campagne électorale. Ça, j'aimerais bien. On vous conviera. Avec plaisir. Merci. Merci à vous. La première consultation publique concernant le sentier de la Rive, qui relierait Baie-Saint-Paul à Saint-Joseph-de-la-Rive au moyen d'une piste multifonctionnelle 4 saisons, s'est récemment tenue à l'aréna municipale de Baie-Saint-Paul. Les promoteurs du projet font appel à la population pour entendre la diversité d'opinions et d'interrogations sur le sujet. Aujourd'hui, vraiment, on fait le point avec les citoyens. On a invité les gens à venir nous voir pour qu'on leur donne toute l'information qu'on possède à ce moment-ci sur c'est quoi cet organisme-là, qui est le groupe Sentier de la Rive, comment on a été accompagné par les gens de ZIP, Saguenay-Charlevoix, pour qu'on s'assure qu'on respecte toutes les normes au niveau environnemental. Et on a également l'équipe qui a travaillé sur le tracé, l'équipe de Pierre Harvey et Daniel Auclair. Maintenant, le directeur de projet qui est avec eux. Ces gens-là sont vraiment pour donner toute l'information aux gens. Qu'est-ce qui est prévu? Ils passent sous ce tracé-là, puis c'est quoi ses enjeux? Claude Bellé explique que ce projet récréotouristique est sur les rails depuis quelques années déjà. Depuis 2001 qu'il y a eu des premiers travaux qui ont été faits. À l'époque, la municipalité des Éboulements qui a fait faire une étude par BPR, là, film d'ingénieur, mais après l'étude, c'est tombé là. Il n'y a pas personne qui a repris le projet. En 2009-2010, il y a un nouveau groupe de citoyens qui, eux, ont fait un bout beaucoup plus important. Là, associé avec la MRC, ils ont fait un premier tracé avec Pierre Harvey. Il y a une deuxième étude qui a été faite pour venir valider les coûts et tout ça. Mais le projet est tombé en dormance après ça. Là, et c'est en 2021 qu'on a repris cette idée-là où on réfléchissait. Moi, je suis investi aussi au niveau de la papeterie Saint-Gilles. J'ai des collaborations étroites avec le musée maritime. On vient d'un groupe de racheter la petite église à Saint-Joseph-de-la-Rive. On disait il faut réussir à amener des gens un peu plus au village, de garder le monde un peu plus longtemps avec nous. Une journée ou deux plus. À Saint-Joseph-de-la-Rive? À Saint-Joseph-de-la-Rive. Mais pour Baie-Saint-Paul, c'est la même dynamique. Ils ont peut-être moins besoin de touristes qu'on en a besoin à Saint-Joseph-de-la-Rive, mais c'est quand même un projet très structurant pour la région. Selon le président du conseil d'administration, les retombées sociales et économiques associées au sentier de la Rive seraient significatives. On est la seule région à faire du vélo dans la région. Il faut être vraiment décidé. Une infrastructure comme celle-là va vraiment redonner le fleuve aux citoyens de Charlevoix. Et il va être aussi vraiment un outil d'attraction important, quelque part, un produit d'appel important pour la région. C'est là-dedans qu'on est. C'est comme ça qu'on a porté ce projet-là, qu'on a sondé au niveau politique. Il y a un grand intérêt, quelque part, à se mobiliser et à nous soutenir là-dedans. Sans prendre position sur le projet, le comité ZIP Saguenay-Charlevoix a joué un rôle pour déterminer les risques environnementaux liés à la mise sur pied du sentier. Le mandat, en fait, a été assez simple. Ça a été d'accompagner le groupe promoteur Sentier de la Rive Charlevoix, de l'accompagner lors de sa sortie terrain à l'été 2023 pour l'aider à identifier, en fait, les milieux sensibles, les milieux humides, faire des inventaires floristiques et fauniques, puis, dans le fond, porter à l'attention du promoteur ces milieux-là pour que le tracé limite le plus possible d'impacter les milieux ou carrément de traverser un étang ou un marais, par exemple.
L'organisme environnemental a émis des commentaires suite à son évaluation préliminaire du projet. À ce stade-ci, nous, c'est sûr qu'on a déconseillé ou recommandé là, d'éviter les aménagements dans le fleuve, là, donc sur les berges du fleuve. Pour nous, c'est une priorité parce que ça fait partie de notre mission de protéger ces milieux-là. De passer dans les milieux humides aussi, pour nous, ça a été c'est une sensibilité, une préoccupation qu'on a fait valoir énormément. Puis de respecter la biodiversité et la faune aussi là, qui était en place. Mais c'est sûr que parallèlement à ça, notre préoccupation, ou en tout cas notre intérêt, c'est qu'il y ait un accès au fleuve, parce qu'on est en faveur, évidemment, que les citoyens, les riverains puissent profiter du patrimoine naturel du Saint-Laurent. C'est un peu tout ça qu'on essaie de conjuguer dans notre travail. M. Bellé soutient que les enjeux ciblés par le comité ZIP seront pleinement considérés lors de la construction des différentes infrastructures. Au moment où on se parle, on respecte l'ensemble des recommandations qui nous ont été faites par ZIP. On est vraiment là-dedans. Si on devait arriver à faire des modifications pour X raisons, là, on devra reconsulter quelque part les gens de l'environnement. Mais en même temps, là, on va, même si on a eu les avis de ZIP Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va avoir au printemps, on va devoir faire une expertise en environnement. Une firme externe qui vient faire des mesures au printemps, qui va venir refaire des mesures à l'automne et qui va faire des rapports de caractérisation de tout notre tracé. C'est quoi les plantes, c'est quoi les animaux, c'est quoi le autour, puis est-ce qu'on s'assure que le tracé respecte tout ça? Fait que là, même si ZIP Saguenay nous a accompagnés là-dedans, il y aura quand même cette expertise-là qui va se faire au printemps puis à l'automne prochain. Plusieurs citoyens présents à l'événement public se sont montrés enthousiasmés par le développement du projet littoral. Bien, c'est certain que c'est un projet qu'on entend qui est dans les cartons depuis un bon moment, puis on aimerait ça voir ça arriver. Je pense que ça peut avoir des retombées. C'est sûr qu'on va perdre des coins cachés qu'on aime garder secrets, mais bon, on va partager ça avec tout le monde. Donc, vous avez une opinion favorable sur le projet? Oui, je pense que ça peut valoir la peine d'ouvrir ce sentier-là, puis ça va être sûrement un premier jet d'un projet encore plus grand. Pourquoi pas? On a également récolté le témoignage de citoyens et de citoyennes qui souhaitaient garder l'anonymat et qui ne souhaitaient pas s'adresser devant la caméra. Ces personnes ont exprimé des craintes et des interrogations face au projet en ce qui concerne, par exemple, l'accès au fleuve. Ces propriétaires se demandaient s'ils allaient devoir faire face à des obstacles pour conserver cet accès. Une autre dame a également émis des questionnements quant à la déforestation potentielle qui pourrait avoir lieu sur le bord du fleuve Saint-Laurent pour aménager cette piste multifonctionnelle. Ces citoyens ne s'opposent pas formellement au projet. Ils repartent cependant des consultations citoyennes avec des questions à répondre. Il y a des citoyens qui viennent nous voir et qui expriment un inconfort grand par rapport au tracé tel qu'il est là, qui voient pour la première fois, pourtant on en avait déjà diffusé certains éléments, là, mais pour eux aujourd'hui, pour certains, ils nous disent qu'ils sont sous le choc. On va prendre le temps quelque part d'accueillir ces gens-là, on va prendre le temps de les rencontrer, de prendre le temps d'expliquer, puis voir à partir de là, puis il n'est pas question de faire la déforestation, là, au contraire, on est vraiment dans une perspective de protéger cet environnement-là. Fait qu'on va prendre le temps. Mais je te dirais que la grande majorité des gens qu'on a vus aujourd'hui sont d'accord, ont hâte, sont très contents, ils ont très hâte de pouvoir embarquer rouler sur cette piste-là. Mais il y en a certains, quelque part, qui trouvent que ça passe proche de chez eux. C'est quoi les mesures d'atténuation qu'on peut mettre en place et tout ça? C'est ce qu'il va falloir faire. C'est pour ça qu'on fait cette consultation-là. On veut recevoir, quelque part, on veut que ces gens-là viennent nous parler et qu'on puisse se mobiliser à partir de là. M. Bellé plaide également que les accès riverains pour les citoyens vivant en bordure du fleuve seront maintenus. On a prévu, quelque part, que ces accès-là allaient être protégés. Fait qu'il n'est pas question, on ne peut pas enclaver et faire en sorte que ces gens-là qui ont un terrain du côté sud de Voie-Ferrée, c'est prévu qu'on allait prévoir quelque part des accès à ce niveau-là. Suite aux consultations publiques, le bureau de projet du Sentier de la Rive évaluera les données recueillies. La facture totale de la piste multifonctionnelle est présentement estimée à 27 millions de dollars. Le Sentier de la Rive devrait être inauguré au cours de l'année 2027. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement a tenu une soirée de consultation sur le projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix, et M. Larivière y était.
Mathieu, bonjour. Bonjour, Martin. Mathieu, d'abord, quel était l'objectif de ces soirées de consultation? Alors, la soirée se divisait en 2 volets. La première partie de la soirée visait à présenter le projet, faire un rappel qui avait déjà été fait préalablement ce printemps. Pendant 1 heure, on a présenté les grandes caractéristiques du projet. Et en seconde partie, on a eu une portion de questions-réponses avec les citoyens. Bien, parlons-en. Là. Rappelez-nous, quel est ce projet? Alors, projet éolien des Neiges, oui. Projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix. Oui. Donc, entre 57 et 67 éoliennes qui seraient implantées sur le territoire, d'une hauteur maximale de 200 mètres. 3 promoteurs dans le projet, Martin, Hydro-Québec, Boralex et Énergir. C'est d'ailleurs la première fois que Hydro-Québec sera non seulement un acheteur d'électricité, mais aussi un producteur, actionnaire à 33 % dans le projet. OK. Donc, 1 milliard de dollars seront investis pour l'implantation des éoliennes. Ce sera un bail qui sera loué dans la seigneurie de Beaupré, donc les fameuses terres du séminaire, où on va implanter les différents sites d'éoliennes. Éoliennes qui vont produire 400 mégawatts d'électricité. C'est beaucoup. Pour donner une idée de grandeur, ce seront 100 000 foyers québécois qui seront alimentés par ce parc éolien-là. Redevance estimée pour les communautés locales en Charlevoix à 80 millions de dollars sur 30 ans. Une telle présentation, sans aucun doute, ça génère beaucoup de questions. Donc oui, la présentation a duré 1 heure. Oui. S'en est suivi une période de questions parfois corsées qui ont duré 2 heures suite à la présentation du projet. Quels étaient les principaux thèmes qui retenaient l'attention durant la période de questions? C'est certain, Martin, qu'on a beaucoup parlé de faune et de flore. La question du caribou forestier est revenue. Au début, pendant et à la fin de la période de questions, plusieurs citoyens s'inquiétaient. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter pour les caribous? Alors, certains citoyens admettent ou disent plutôt que même si la zone est trop perturbée, déjà en ce moment, à l'heure actuelle, parce qu'il y a des chalets récréo-touristiques sur le territoire et que ce n'est pas un territoire propice pour réintroduire le caribou, ils disent, ces citoyens-là, c'est une espèce parapluie. Espèce parapluie, ça veut dire qu'elle témoigne de la santé du milieu naturel. Si on n'est pas capable de réintroduire le caribou parce que le milieu est trop impacté, ça veut dire qu'il y a d'autres espèces qui ne seront pas capables de survivre dans le territoire non plus. Et qu'est-ce qu'avait Hydro-Québec et Boralex à répondre à cette question-là? Alors, ils ont dit qu'il y avait plusieurs études d'impact qui avaient été menées sur différentes espèces, les oiseaux... Oui, parce qu'il n'y a pas que des caribous là, dans la faune là-bas. Les oiseaux, les chauves-souris, et que les indicateurs étaient relativement bons pour implanter les éoliennes. Les citoyens se sont quand même dit déçus de certaines réponses qui avaient été amenées par Hydro-Québec. On a aussi beaucoup posé de questions, je crois, sur la question de l'argent, parce que c'est un gros projet qui génère à la fois des dépenses, mais aussi des revenus. Oui, exactement. Il y a des citoyens qui ont dit aux promoteurs, vous nous promettez 80 millions de dollars sur 30 ans. En contrepartie, vous ne nous présentez pas combien vous allez faire de revenus sur ce projet-là. Et là, ils se demandaient, ça représente quelle part du gâteau? Mais il y a une bonne partie de ces terres-là qui appartiennent aux séminaires. C'est un autre point qui est revenu souvent. Un monsieur a admis que les terres du séminaire, c'est un groupe religieux au Québec qui ne paye pas de taxes et d'impôts. Et on ne connaît pas le montant qui sera versé pour le bail, pour prêter les terres privées qui leur appartiennent. Donc, le séminaire récolte, mais on ne sait pas s'il distribue. On ne sait pas s'il distribue. On sait qu'il ne paye pas de taxes et impôts et ces informations-là sur les montants d'argent négociés ne sont pas révélées à la population, alors qu'Hydro-Québec appartient aux contribuables. C'est un acteur public et il y a des citoyens qui réclament qu'on sache ces informations-là. Parce qu'on ne sait pas non plus, ou plutôt, est-ce qu'on sait là où va l'autre argent? Parce qu'il n'y a pas que les terres du séminaire, quand même. Il y a des citoyens qui ont questionné combien iront à la MRC, aux municipalités, aux communautés autochtones aussi dans le projet. Le territoire est un territoire ancestral des Hurons-Wendat, de Wendake, mais aussi des 3 communautés Innu, Essipit, Pessamit et Mashtoyash au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment tout ça va se séparer? Donc, c'est des questions. Est-ce qu'on a eu des montants qui ont été révélés? Pas de nouvelles informations qui nous ont été révélées par rapport au printemps dernier. On revient sur le 2,6 millions de dollars par année sur 30 ans. À différents partenaires. À différents partenaires. Ce projet, il répond à quels besoins? C'est des craintes ou plutôt des interrogations que des citoyens avaient aussi, parce qu'ils se disaient, on a fait venir Hydro-Québec à la barre et on se demandait, en fait, est-ce que Hydro-Québec n'a pas un double discours? D'un côté, Hydro-Québec prône beaucoup en ce moment la sobriété énergétique. On dit aux Québécois, consommez moins, consommez mieux. D'un autre côté, vous nous arrivez avec un projet
d'augmentation de production d'électricité. Est-ce que vous ne parlez pas des deux côtés de la bouche, en quelque sorte? C'est ça que des citoyens ont accusé Hydro-Québec de faire. La réponse d'Hydro-Québec a été de dire on doit décarboner le Québec en ce moment parce que 50 % de l'énergie qu'on consomme actuellement dans la province est d'origine des énergies fossiles. Si on veut réduire 50 % de notre consommation, donc le pétrole, le charbon, le gaz naturel, on doit produire plus d'électricité. Et pour décarboner, ça ne sera pas suffisant de réduire notre consommation d'électricité. Il faudra aussi augmenter l'énergie produite de façon renouvelable, donc le solaire, l'éolien, et le projet de Des Neiges s'inscrit dans cette vision-là d'Hydro-Québec. Donc, pendant cette soirée, on a eu plusieurs questions. Il y a du pour, il y a du contre, il y a des réponses qui ont été données. Comment ont réagi les citoyens? Des avis très favorables sur le sujet, des avis plus mitigés. On était à la fin de cette soirée-là, à l'extérieur, pour récolter à chaud les réactions. D'ailleurs, on peut aller en écouter quelques extraits. Mais en fait, la chose qui ressort pour moi, c'est est-ce que ça fait encore du sens aujourd'hui de lutter contre la crise climatique en continuant de nuire à notre biodiversité? Je trouve que c'est important de prendre soin des richesses qu'on a dans Charlevoix, puis pas à n'importe quel prix. Je pense que ça va être un bon projet à court terme et à long terme. C'est sûr qu'il va y avoir des effets négatifs un petit peu, mais moi, je vois ça plus positif. Je pense que ça va être un bon projet. Alors, comme on peut le constater, les avis sont partagés, Mathieu. Oui, effectivement. Beaucoup d'avis pour, beaucoup d'avis contre aussi, plus mitigés. Quelle sera la suite à cette soirée de consultation? Donc, cette soirée de consultation-là s'inscrit dans un mois de consultation publique qui se déroule jusqu'au 15 novembre 2024. Donc, il y aura d'autres soirées dans d'autres villes là, qui sont concernées par le projet? Non, pas nécessairement. C'était vraiment la seule soirée pour la région de Charlevoix pour que les citoyens viennent poser leurs questions. Maintenant, ils ont jusqu'au 15 novembre pour écrire directement au bureau du ministre de l'Environnement du Québec, M. Benoît Charest, pour lui envoyer une demande d'évaluation du BAP. Qu'est-ce que ça consiste, en bref? On veut demander aux citoyens de leur faire parvenir leurs craintes, leurs interrogations, et le Bureau d'audience publique de l'Environnement du Québec, qui est un bureau indépendant, va recevoir ces demandes-là et va évaluer est-ce qu'il y a nécessité de faire une évaluation publique avec les Charlevoisiens. Donc, jusqu'au 15 novembre, on peut écrire directement au courriel du ministre, ministre@environnement.gouv.qc.ca pour faire parvenir nos craintes, nos demandes, nos interrogations. Et ensuite de ça, le bureau va se pencher sur 3 options différentes qui sont possibles si on veut aller de l'avant dans la consultation. Soit le BAP va recommander un examen public d'un projet, la raison d'être qu'on entend le plus parler du BAP au Québec, une consultation privée ou bien un processus de médiation. Le BAP va faire une de ces 3 recommandations-là au ministère de l'Environnement. Mais ce qu'il faut retenir au final, c'est que c'est le ministre, le Conseil des ministres qui a le dernier mot dans le projet, à savoir qu'adviendra-t-il du projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix. On devrait le savoir à quel moment? Donc, ça ne devrait pas être connu avant le printemps prochain. Qu'est-ce que le ministre va prendre comme décision? Monsieur Larivière, merci beaucoup et on reviendra sur le dossier. Merci. Merci, Martin. Le Centre éducatif Saint-Aubin a récemment donné le coup d'envoi des festivités de son 50e anniversaire de fondation qui sera célébré tout au long de l'année scolaire 2024-2025. Le directeur de l'école témoigne des balbutiements de l'établissement scolaire sur le territoire de la ville. C'est toute une histoire, l'histoire du Centre éducatif Saint-Aubin. D'abord, c'est dans la lignée de la réforme parents en 1964 qui avait comme mandat de regrouper le plus d'élèves possible dans une boîte pour offrir un programme qui était standardisé par le ministère. Avant, c'était plus chaque commission scolaire, il y avait au-dessus de 200 commissions scolaires au Québec, était un peu chargée de l'éducation. Tandis que là, on voulait centraliser, faire des horaires, standardiser les choses qui se faisaient. Ici, il y a toute une histoire parce que c'était une ferme ici, la ferme Saint-Aubin. Puis dans le fond, il y a eu tout qu'un débat à l'époque, si vous fouillez dans les archives, à quel endroit allait être la polyvalente. Parce qu'à l'époque, ici, à Baie-Saint-Paul, il y avait 3 municipalités. Tu avais Baie-Saint-Paul-Paroisse, tu avais la municipalité du Gouffre, puis la ville de Baie-Saint-Paul. Puis il y avait un grand débat entre installer la polyvalente ici, sur les terrains de la ferme Saint-Aubin, et pas loin de la vitrerie dans le rang Saint-Laurent.
OK. Puis au moment où est-ce que le débat est arrivé, les sœurs ont donné le terrain ici. Donc, c'est comme venu faire en sorte que favoriser la candidature. Durant les années 70, l'arrivée de la polyvalente Saint-Aubin représentait une avancée importante aux yeux de la population de Charlevoix. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce que ça représentait, tellement que tout le monde était heureux de voir qu'est-ce que ça pouvait représenter, en fait. Parce que c'était le regroupement des régions de Baie-Saint-Paul, des petites rivières, des municipalités, toutes, qui étaient déjà regroupés, mais dans des endroits différents. Tandis que là, on arrivait tous dans la même école. On arrivait dans une école, à un moment donné, d'un style très moderne, qu'on disait école à air ouverte. Je sais pas si vous avez... C'était nouveau dans la région, là? C'était très nouveau dans la région, oui. Alors, c'était une expérience à vivre, puis c'était quand même aussi un beau défi pour l'équipe d'enseignants, parce qu'on disait, on rentre dans une école neuve, on va essayer de... On s'était donné comme mission, parce qu'on jasait beaucoup avant d'arriver, comment ça serait, puis tout ça. On s'était donné comme mission, à un moment donné, de faire un milieu de vie qui serait vraiment intéressant pour tout le monde. La fondation du centre éducatif aura également permis le développement et le regroupement de services dans la région. L'école, lorsque c'est arrivé, là, on arrivait dans une école où on pouvait avoir différentes activités comme la musique est très populaire ici, l'harmonie scolaire, les groupes de musique, la natation, il n'y en avait pas. L'équipe de natation des Tacons, c'est bon. Le soccer, on a des beaux terrains de soccer. Moi, je me souviens, lorsque j'enseignais l'éducation économique, on avait fait des économiades. C'était un jeu questionnaire qui portait sur l'économie, avec la polyvalente du Plateau, la polyvalente de Sainte-Anne. On était 4 ou 5 polyvalentes. Ça a permis tout ça, en fait. Ça a permis de regrouper, puis ça a permis également, je pense, une chose importante, ça a permis à la population de dire on a une belle école, il se fait de belles choses, puis on peut en faire encore plus si les gens sont plus disponibles. Ça devenait un lieu de vie rassembleur? Absolument. C'était un lieu, vraiment un lieu rassembleur où les gens ont appris, vraiment les jeunes ont appris plus à vivre ensemble, puis à être bien ensemble aussi. Camille Simard affirme que de nos jours, le rapport entre les enseignants et les élèves est différent de celui mis de l'avant durant les années 70 et 80. Il y a des choses qui ont changé beaucoup parce que par rapport à ce que moi j'ai vécu comme étudiant, ce que j'ai vécu aussi à mes débuts comme enseignant, il y a des matières à un moment donné qu'on n'avait pas besoin d'enseigner à l'école parce que ça prenait à la maison. OK. Parce que moi, je me souviens, la première journée, je suis allé à l'école, mes parents m'avaient dit, bon, tu diras bonjour à la maîtresse en arrivant. Je m'en allais j'étais dans un rang, je m'en allais à l'école en me pratiquant « Bonjour mademoiselle, vous allez bien mademoiselle », tandis qu'aujourd'hui, on demande aux enseignants de faire de l'éducation en plus de l'instruction, de la formation. On dirait qu'on ne sait plus quoi faire, en fait. Un cours sur la citoyenneté, le citoyen, il apprend vraiment dans la vie. C'est des réalités qui ont changé. C'est des réalités qui ont changé. La société a changé. Les besoins sont différents. Parce que c'est sûr que dans mon temps, je pense que le triangle était très fort parents, élèves, enseignants. Tandis qu'aujourd'hui, les parents sont tellement pris par le fait que les deux travaillent, puis ça a changé. Ce n'est pas de la faute d'un ni de l'autre, c'est dû au changement de société, en fait. La société a évolué. À savoir si c'est toujours pour le mieux, c'est pas sûr nécessairement, mais c'est comme ça. À l'inverse de d'autres écoles secondaires du Québec, le centre éducatif Saint-Aubin ne rencontre actuellement pas d'enjeu en ce qui a trait au nombre d'élèves qui évoluent au sein de ses murs. Cependant, il n'en a pas toujours été ainsi. Le centre éducatif Saint-Aubin, quand il a ouvert en 1974-75, il y avait au-dessus de 1100-1200 élèves dans le bâtiment. Ils sont descendus à près de 390. Et là, on est en hausse. Cette année, on a 601 élèves. Donc, il y a eu une baisse et ça a remonté. Ça a remonté. Moi, quand j'ai commencé à enseigner ici en 1996, on était 750, quasiment 800. Puis au fil des années, ça a diminué. Puis quand je suis arrivé ici, on dépassait le 500. Puis en l'espace de 5 ans, là, on dépasse le 600. Bon, on ne s'attend pas à monter à plus que 625, 650. La nouvelle réalité de l'immigration dans la région contribuerait au maintien des effectifs étudiants de l'établissement scolaire. Quand je suis arrivé, il y avait 2-3 personnes issues de l'immigration. Là, on est 20, 25, 30. Fait que, c'est quand même... C'est un peu
je trouve ça très intéressant, l'arrivée de l'immigration. Ça ouvre nos jeunes sur la culture différente. C'est un beau défi, par exemple, mais ça a permis de rehausser le nombre d'élèves à au-dessus de 600. Est-ce que justement l'immigration vous a forcé à devoir mettre en place des cours de francisation ou d'intégration culturelle? C'est une obligation, parce qu'il y a un programme de francisation qui existe au Québec qui permet de donner les outils. Puis on est en train c'est toujours en constante évolution, là, parce qu'il y a des choses qu'on veut ajuster, parce qu'on veut vraiment que nos élèves ici se sentent bien accueillis. Puis c'est clair qu'un élève qui arrive, qui n'a aucune connaissance de la langue, c'est un défi solide. Là. Oui. Puis, je vous dirais qu'on est en constante évolution pour offrir le meilleur service possible à ces élèves-là. D'autres événements seront organisés au cours des prochains mois pour célébrer ce jalon de l'éducation secondaire à Baie-Saint-Paul.